Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour le premier journal de cette nouvelle année. L'occasion pour moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2021 et de vous souhaiter à tous une excellente santé. Au programme de cette édition, retour sur l'opération vaccin en France. Une semaine après l'injection de Morissette, seules quelques centaines de personnes ont été vaccinées dans le pays. De nombreux médecins montent au créneau. Du côté de l'Elysée, en revanche, c'est le flottement. Également dans cette édition, il est la bête noire du gouvernement. L'avocat Didier Raoult, spécialiste des questions de santé, Fabrice Divisio, se lance dans de nouvelles batailles. Il nous expliquera en exclusivité les motifs de sa colère. Retour également sur les violences qui ont émaillé la nuit de la Saint-Sylvestre. Alors que tous les regards médiatiques étaient tournés vers les fêtes clandestines, les violences dans les cités ont été largement passées sous silence. Et puis nous partirons aux États-Unis où les cruciales élections sénatoriales sont dans les starting blocks en Géorgie. De ce résultat découlera la politique du président préféré des médias, Joe Biden, des médias qui continuent leurs opérations de dénigrement contre Donald Trump. Devinez quoi? L'organisation de la vaccination en France a des airs de stock stratégique de masques. Alors que l'exécutif nous serine depuis des mois que la seule sortie de crise possible viendra de la vaccination, l'organisation semble patiner, un flottement plus ou moins volontaire. On a vacciné en une semaine le même nombre que les Allemands vaccinent en 30 minutes. La déclaration du vice-président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a le mérite de poser clairement la question. Alors que l'exécutif se relaie depuis des mois pour vanter les mérites d'une providentielle vaccination pour sortir de la crise sanitaire, le moins que l'on puisse dire est que l'organisation ne semble pas suivre. Un début timide qui peut s'expliquer facilement par une impréparation du gouvernement qui a déjà fait preuve de ses failles, mais pas seulement. En effet, la vaccination à ARN messager étant pour la première fois utilisée à grande échelle, les craintes d'effets secondaires pourraient bien calmer les ardeurs de la Macronie. C'était d'ailleurs l'impression que laissait filtrer le monsieur vaccination Alain Fischer dès sa première prise de parole. L'homme, que le professeur Raoult considère comme un des plus grands spécialistes de l'ARN, a peut-être été entendu. Utilité relative, effets secondaires négatifs probables, des mises en garde suffisamment claires pour que les Français légitimement ne se ruent pas sur les seringues. En effet, le pays semble le plus réfractaire à la vaccination et l'inédite défiance à l'égard du gouvernement actuel ne risque pas de changer la donne, bien au contraire. Après avoir été à l'origine de nombreux mensonges, l'exécutif a le don d'être un repoussoir pour beaucoup. Face à ces craintes bien compréhensibles, on se demanderait même si le gouvernement ne freinait pas sciemment la manœuvre, le tout en voulant conserver les apparences à grand renfort de communication à chaque injection. Une attitude qui pourrait d'ailleurs être de mise jusqu'à l'arrivée d'un vaccin conventionnel avec du virus désactivé, comme la majorité des vaccins commercialisés jusqu'alors. C'est d'ailleurs le cas du produit britannique AstraZeneca que la Grande-Bretagne a commencé à administrer ce lundi, mais qui ne bénéficie pas à ce jour d'autorisation de l'Agence européenne du médicament. La Grande-Bretagne a d'ailleurs fait figure d'exemple pour beaucoup dans le processus de vaccination. Fièrement extirpée de l'Union européenne, l'île a lancé sa vaccination avant la communauté. Problème, la charrue a peut-être été mise un peu avant les bœufs. En effet, les premiers patients devraient attendre plus que le délai réglementaire pour avoir la deuxième dose, un délai qui ne serait finalement pas si important. D'ailleurs, on pourrait également administrer un vaccin différent la deuxième fois. Là encore, on n'est pas aveuglé par l'organisation. En France, face au sous-régime, des médecins sont ulcérés qu'on ne vaccine pas plus et plus vite. Certains considèrent d'ailleurs à demi-mot qu'il faudrait en finir avec la question du consentement et instaurer une vaccination obligatoire. Une attitude amusante alors même que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a informé les médecins qu'ils étaient déchargés de leurs responsabilités pénales au nom de l'urgence dans le cas d'effets secondaires indésirables liés à la vaccination. Pour démêler toute cette histoire, à défaut d'avoir sorti un numéro vert, l'exécutif a sorti la carte du collectif citoyen. En effet, 35 Français tirés au sort vont être invités à plancher sur le sujet et interroger les décideurs publics pour fournir un rapport. Un rapport qui sera délivré cet été et qui sera sans doute aussi bien respecté que la blague de la Convention climat. Au milieu de ce délire vaccinal, Jérôme Salomon cherche quant à lui à garder le cap en annonçant inlassablement aux Français que
l'épidémie va repartir de plus belle. 6 millions de Français vivent à l'heure actuelle dans des territoires placés sous le régime du couvre-feu à 18h, pendant qu'une cinquantaine de personnes ayant eu l'outrecuidance d'aller faire du ski en hiver ont été placées à l'isolement. Pas de doute, 2021 commence bien. Et vous l'avez compris, la timide campagne vaccinale en France soulève de nombreuses questions. Alors que cache-t-elle ? Fabrice Divisio, l'avocat du professeur Didier Raoult, nous explique en exclusivité ses prochaines actions en justice. Bonjour maître Divisio. Bonjour. Alors on vous connaît déjà très bien, vous êtes l'avocat du professeur Didier Raoult, vous êtes également l'avocat d'un collectif de soignants, d'un collectif de victimes du Covid-19. On vous reproche parfois de faire trop d'actions en justice à l'égard du gouvernement, à l'égard des décideurs publics. Avant même d'aller dans le vif du sujet, que répondez-vous à ces attaques ? Que dans un état de droit, il y a le mot droit. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai des clients qui estiment à bon droit, des médecins, des victimes, que là, on est en train de franchir un cap sur le plan juridique. Et regardez, j'ai eu raison. La Cour de justice de la République a ouvert une information judiciaire. Donc, c'est qu'elle a estimé que peut-être, il y avait des indices suffisants qui permettaient de penser qu'une infraction était commise. Partout, la tentation, c'est de sauter à pieds joints sur le droit. Mais ce qui fonde un État, c'est le droit. Ce qui différencie la Chine de l'Europe, la Chine de la France, c'est qu'en Chine, nous ne sommes pas dans un état de droit. Alors évidemment, la Chine a peut-être mieux géré que nous, puisque c'est plus facile. Vous n'avez aucun droit. Mais est-ce que c'est le modèle qu'on veut suivre ? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Alors en tous les cas, on a le sentiment qu'on va continuer à vous voir souvent et ce sera avec le plus grand plaisir des téléspectateurs de TV Liberté. Toujours est-il que vous nous annoncez que vous déposez une nouvelle plainte concernant cette fois la vaccination. Alors une plainte contre X, vous allez nous expliquer parce que c'est un peu complexe, mais cela concerne la vaccination notamment des personnes de plus de 75 ans. Expliquez-nous ça. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que fondamentalement, les personnes de plus de 75 ans sont aujourd'hui soumises à ce qui s'apparente, et la justice le dira, à un essai clinique sauvage. Nous n'avons pas le droit en France de mettre sur le marché un traitement, quoi que ce soit à destination de la santé humaine, si ça n'est pas éprouvé, premièrement, mais si ça n'est pas efficace, deuxièmement. Je ne mets pas sur le marché quelque chose pour tester son efficacité, mais parce que c'est efficace. Or, nous sommes en train de faire l'inverse. Si je vous suis, vous êtes en train de nous expliquer que finalement, les personnes âgées de plus de 75 ans qui sont aujourd'hui vaccinées servent ni plus ni moins de cobayes ? C'est le risque auquel on arrive, en effet. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis. Et peut-être que mon interprétation est erronée et que je ne sais pas lire. Peut-être, hein, moi, je veux dire, je suis quelqu'un d'assez... je suis pas très orgueilleux, moi, peut-être que je sais pas lire, hein, mais quand moi je lis que finalement, il faut continuer à tester l'efficacité, c'est que j'en déduis que l'efficacité n'est pas avérée. Quand la revue Prescrire, qui fait autorité et dont on sait combien elle a fustigé la chloroquine, effectivement, vous explique que l'essai clinique n'a pas été conçu, dit-elle, conçu pour tester au-delà de 75 ans, on est en train de mentir aux Français, pas de problème pour vacciner plus de 75 ans, pourquoi pas, je veux dire. Mais d'abord, ça se fait dans le cadre des essais cliniques, et en toute cette cause, ça se fait avec leur consentement plein, libre, entier, et certainement pas en leur mentant. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Où est-ce qu'on est là ? Alors tout cela pose aussi la question des informations dont on dispose sur ces vaccins et on sait que les contrats notamment ont été tenus plus ou moins secrètement. Certains députés européens ont pu les consulter mais dans des chambres closes sans pouvoir prendre de notes ni de photographies, etc., etc. On voit qu'il y a une réelle opacité qui règne tout autour de cela, souvent d'ailleurs en se prévalant de la question du secret des affaires. Je crois que vous faites justement un autre recours pour y voir plus clair sur ces contrats et notamment sur la question de la responsabilité des laboratoires. Les deux sont liés, si vous voulez. C'est-à-dire que j'ai besoin de savoir qui prend la responsabilité de quoi. Et quelle est cette course ? Il y a une course au vaccin, et en même temps qu'on accélère la course, on accélère la déresponsabilisation. Et on n'arrive pas à avoir des informations qui soient des informations cohérentes. Ces contrats ont été négociés au niveau européen. Moi, je vais faire une demande demain matin, dans les heures qui viennent, à la Commission européenne, pour demander ces documents. S'ils me sont refusés, j'irai devant le tribunal de première instance de l'Union européenne pour les avoir. Mais à un moment donné,
Ce que je note, c'est que fondamentalement, il y a une opacité sur les contrats, il y a une opacité sur l'efficacité de plus de 75 ans, et que quand vous dites, attendez, ça mérite peut-être un peu de transparence, on vous explique que vous êtes anti-vax, complotiste et égoïste. Ça fait beaucoup pour un seul homme quand même. Et enfin, vous avez un président de la République qui vous dit, le 4 décembre, il faut se montrer très prudent avec les vaccins. Un monsieur Fischer, qui est une sommité, dont le professeur Raoult lui-même dit que c'est une sommité, vous dit oui, bon, voilà, on a un peu de temps quand même les garçons. Hein. Et vous avez maintenant un collectif citoyen qui décide de la stratégie vaccinale. Mais on va respirer un grand coup là, et se souvenir qu'on ne va pas tous mourir dans le matin du Covid, et que, en tout état de cause, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous allons vacciner la population, nous avons des droits, et que l'état d'urgence, ce n'est pas la parenthèse de l'état de droit. Ça, c'est le gouvernement de Vichy. Je suis désolé, mais constitutionnellement, c'est le gouvernement de Vichy qui est une parenthèse de l'état de droit. Et donc, est-ce qu'on est en train de me dire qu'on revient au gouvernement de Vichy ? C'est lui qui a créé l'ordre des médecins. C'est lui qui a créé l'ordre des médecins, au passage, effectivement. Mais est-ce qu'effectivement, on est en train de me dire qu'on est sur une parenthèse constitutionnelle et que donc les droits fondamentaux des citoyens ne s'appliquent plus ? C'est quand même une vraie question. Et si vous voulez, j'ajoute un dernier mot. Toutes ces questions, on saisit la justice, c'est vrai que c'est pénible. Vous savez, moi, j'y ai aucun intérêt. Mais en même temps, à un moment, est-ce qu'on va accepter de léguer à nos enfants, à la première pandémie venue, une parenthèse de leurs droits fondamentaux ? Est-ce qu'on va accepter que nos personnes âgées, aujourd'hui, soient vaccinées avec un consentement vicié, avec un consentement galvaudé, et demain, c'est quoi la suite ? C'est euthanasie ? C'est quoi la suite, finalement ? À quel moment on s'arrête ? Il est où le point de départ ? Il est où le point d'arrivée ? Eh bien, dans une crise, le droit est le navire et le juge le capitaine. Et si on avait un vrai contre-pouvoir, si on avait un parlement, si on avait un conseil de l'ordre, si on avait un comité d'éthique, qui au demeurant a joué son rôle au passage, a dit qu'il ne fallait pas sauter à pieds joints sur le consentement. Si on arrêtait de raconter n'importe quoi toutes les 2 minutes, eh bien peut-être qu'on aurait moins de recours à faire. Un nouvel an sous le signe de l'insécurité. Comme chaque année, la nuit de la Saint-Sylvestre a eu son lot de voitures brûlées et de violences. Un réveillon qui pourtant se déroulait en théorie dans un contexte de couvre-feu. Le point avec Olivier Frère-Jacques. Un nouvel an comme les autres, ou presque, comme en attestent ces images prises en banlieue et relayées par le syndicat indépendant des commissaires de police. Le couvre-feu a été inégalement respecté. Le lieu exact de ces exactions n'est pas précisé, mais des scènes analogues ont été filmées dans de nombreuses banlieues de France. Des violences tantôt contre le mobilier urbain et des véhicules, tantôt contre la police et la gendarmerie qui ont atteint des sommets à Bordeaux, dans le quartier des Aubiers, où un bureau de poste a été brûlé et plusieurs bus détruits. La police a été attaquée, mais, chose étonnante, aucune interpellation n'a été effectuée. Une drôle de manière de traiter la délinquance qui semble attester d'une volonté de la hiérarchie ministérielle d'éviter une trop grande publicité à ces faits de délinquance. Les territoires habituels ont connu des violences analogues à Calais, Toulouse et dans de nombreuses agglomérations, notamment en banlieue parisienne. Une actualité des banlieues qui a pourtant été occultée par la surmédiatisation de quelques fêtes de la Saint-Sylvestre. Ainsi, à Lieurons, commune de moins de 1000 habitants, près de Rennes, en Ille-et-Vilaine, une soirée sauvage, dite rave party, a rassemblé 2500 noceurs. Certains des participants ont même commis des faits de violence contre la gendarmerie qui tentait d'empêcher l'événement. Dans ce cas, il est intéressant de relever qu'il y a bien eu des gardes à vue, témoignant d'une certaine asymétrie dans le traitement des contrevenants au couvre-feu, une asymétrie qui paraît bien lointaine du délit de faciès qui est parfois vendu par certaines minorités. À Marseille, c'est une fête rassemblant 300 personnes qui a défrayé la chronique. D'autres agapes de ce type ont été recensées un peu partout en France, faisant l'objet de poursuites. Des fêtes interdites qui ont fait l'objet d'une large couverture médiatique, faisant passer au second plan les violences des délinquants qui animent systématiquement les nuits de la Saint-Sylvestre. Pire, non seulement ces violences ont été l'objet d'un déni, mais ont même été vues par certains comme étant en baisse. La preuve, on ne recenserait que 900 véhicules brûlés environ contre 1400 l'an passé. Mais comme nous l'explique le secrétaire général du syndicat France Police, Michel Touris,
le recensement à la voiture brûlée n'est pas une science exacte. Les chiffres communiqués par les préfectures me semblent un petit peu en deçà. En général, on est au-delà des 1000 voitures brûlées. Là, on est un peu en deçà. Maintenant, comme je vous dis, le recensement à la voiture près est compliqué puisque certains feux de voiture ne sont pas détectés à l'instant T et c'est uniquement quand on a les plaintes, les remontées réelles des plaintes des victimes et qu'on fait les enlèvements de ces véhicules calcinés, voire aussi avec les assureurs, etc. Donc, c'est plus compliqué, si vous voulez, d'avoir un chiffre précis. Maintenant, nous, notre sentiment, c'est que de toute façon, sachant qu'à la voiture près, c'est difficile d'avoir quelque chose de précis. Pour nous, le niveau de violence urbaine a été analogue, j'insiste là-dessus, a été analogue aux années précédentes, alors qu'on était en période de couvre-feu. Des violences analogues aux autres années, alors même que le pays était sous couvre-feu. Une aberration qui illustre les limites de l'actuel pensionnaire de la place Beauvau. En effet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui se rêvait un temps Monsieur Sécurité d'Emmanuel Macron, semble ne pas avoir pris la mesure de sa mission. Une insécurité qui va crescendo car en plus des habituelles violences de banlieue, s'ajoute désormais un phénomène nouveau. La campagne fait aussi l'objet d'actes de délinquance jusqu'alors réservés aux grands centres urbains. On a aussi un phénomène assez nouveau où maintenant même en zone gendarmerie, alors traditionnellement les zones gendarmerie étaient des zones où il n'y avait pas de problème de violence urbaine. Maintenant c'est plus le cas, même nos collègues gendarmes donc dans des secteurs avec une faible densité de population aujourd'hui se retrouvent là aussi confrontés à des violences urbaines puisque il suffit d'avoir relogé une ou deux familles à problème dans un village, une petite ville pour que ces familles-là créent des troubles graves à l'ordre public. Donc on a véritablement ça, je dirais que c'est de la nouveauté. Aujourd'hui, ce phénomène de violence urbaine tend à s'étendre à des secteurs d'habitation beaucoup moins peuplés et les gendarmes qui n'avaient pas l'habitude de faire face à ce type de violence aujourd'hui doivent malheureusement s'adapter et se retrouvent dans la situation de nos collègues doivent gérer les émeutiers des émeutes. Aux États-Unis, tous les regards se tournent vers la Géorgie. Mardi, les élections sénatoriales dessineront les grandes lignes de ce que pourrait être la politique de Joe Biden. De son côté, Donald Trump ne s'avoue pas vaincu pendant que les médias se déchaînent. Un Sénat démocrate ou républicain? Voilà la question qui obsède les deux présidents américains. Demain mardi, la Géorgie est appelée aux urnes pour mettre le point final à une échéance électorale initiée par la présidentielle et scellée normalement par la cérémonie de certification prévue le 6 janvier prochain. 11 sénateurs républicains ont d'ores et déjà annoncé qu'ils s'y opposeraient. Mais pour le journaliste spécialiste de la politique américaine Gérald Olivier, c'est une nouvelle preuve de l'atmosphère délétère dans laquelle s'est déroulée cette élection. Ça n'aura sans doute pas d'impact sur le résultat. 11, ce n'est pas une majorité, donc ça ne suffira pas à faire que ce vote soit rejeté. Par contre, ça indique clairement que l'élection ne s'est pas déroulée dans des termes tels que tous les sénateurs l'avalisent, et ça c'est très important. Surtout qu'en même temps, vous avez une centaine de représentants républicains qui vont également déposer des objections. Et on sait qu'il y a également au moins un sénateur républicain, M. Hawley, qui est de Croix et du Missouri, qui soutiendra une de ces objections. Des objections qui ont peu de chances d'aboutir. En réalité, la situation est actuellement suspendue aux scrutins sénatoriaux en Géorgie pour élire les 2 sénateurs restants. En effet, si Joe Biden remporte les 2 sièges avec des candidats démocrates, le Sénat sera divisé à parts égales entre son camp et le camp républicain. Dans cette situation, c'est alors le vice-président qui fait basculer les votes. Le poste étant occupé par Kamala Harris, le Sénat deviendrait alors démocrate, à l'instar de la Chambre des représentants. Une configuration qui donnerait les coups des franches à Joe Biden pour les 2 premières années de son mandat au moins. L'échéance est donc cruciale pour les républicains à plusieurs titres. Il est essentiel pour les républicains pour qu'ils conservent un levier au sein de l'appareil législatif, qu'ils remportent au moins l'un de ces 2 sièges.
mais c'est une élection qui est essentielle pour son déroulé, parce qu'on sait très bien que la Géorgie est un des États où il y a eu, si ce n'est des fraudes, au moins des manipulations qui ont considérablement bénéficié au camp démocrate. Et si on assiste à nouveau, parce qu'il y a eu des votes par correspondance qui ont été envoyés depuis déjà plusieurs semaines, et si on assiste lors du dépouillement à la récupération de nouveaux bulletins, qu'on n'a pas le résultat tout de suite, que le résultat est provisoire et puis qu'il est inversé parce que les résultats des bulletins de vote par correspondance favorisent le candidat démocrate et qu'à l'arrivée on a les républicains en tête le premier soir et puis battus au bout de 3 jours, là on aura un autre problème parce qu'à mon avis l'intégrité du processus sera vraiment mise en cause. Donc le déroulé même du vote va être extrêmement important et pour les républicains le résultat du vote va être extrêmement important aussi. La question de la fraude restera donc le point d'orgue de tout ce processus électoral. Donald Trump poursuit d'ailleurs son combat pour dénoncer les arrangements des démocrates avec, face à lui, le mastodonte médiatique. Le problème, si vous voulez, c'est que Donald Trump a des éléments pour justifier sa position, puisqu'il est reconnu, il y a eu plusieurs rapports qui l'ont fait, il est reconnu qu'il y a eu des irrégularités. Il est reconnu que certains États, dont la Pennsylvanie, c'est sûr, et peut-être la Géorgie également, ont commis des violations de règles parce que des décisions ont été prises à l'encontre des choix de la législature. Et techniquement, au sein des États, c'est la législature qui décide du déroulé du vote et des règles associées à ce vote. Donc Donald Trump a des points pour légitimer son attitude. Malheureusement, tous ces points ont été rejetés devant les cours de justice. Donc il se trouve constitutionnellement, si vous voulez, un petit peu désarmé. Par contre, il tient clairement à affirmer le fait que pour lui, cette élection lui a été volée et s'il revient dans la bataille d'ici 4 ans, eh bien il aura établi un petit peu des lignes de délimitation quant à sa candidature et à ceux qui l'ont soutenu et à ceux qui ne l'ont pas soutenu. Et on part à présent faire le tour de l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. 2 soldats français morts au Mali, le sergent Yvonne Huynh, 34 ans, et le brigadier Loïc Crisser, 25 ans, sont tombés samedi après l'explosion d'un engin au passage de leur véhicule. Un autre soldat a été blessé mais devrait s'en sortir. Ces militaires appartiennent au 2e régiment de hussards de Haguenau. Ce drame porte à 5 le nombre de militaires morts en seulement une semaine. Depuis 2013, dans les opérations Serval et Barkhane, 50 personnels de l'armée française ont trouvé la mort. 100 civils tués au Niger en pleine élection présidentielle. Le pays a été secoué par une attaque terroriste samedi, menée à bord d'une centaine de motos. 2 villages ont été visés par ce raid meurtrier qui constitue l'un des plus graves massacres de civils dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. L'attaque a été commise en plein jour, aux alentours de midi, de manière concomitante à la proclamation des résultats du premier tour de l'élection. Des résultats qui donnaient Mohamed Bazoum en tête. Ce dernier est le candidat du parti déjà au pouvoir et s'était distingué dans sa campagne en promettant un renforcement de la lutte anti-djihadiste. Un ancien ministre a de son côté évoqué une attaque commise en réponse au lynchage de 2 djihadistes par des villageois. Le Niger, pays francophone, a sur son sol des organisations terroristes comme l'État islamique au Grand Sahara et Boko Haram. Le pays peine à endiguer les violences et les meurtres de ces organisations. Le second tour de l'élection présidentielle doit lui se dérouler le 20 février. Une cour criminelle de Londres refuse l'extradition de Julian Assange ce lundi matin. Poursuivi pour des faits d'espionnage et la publication de centaines de milliers de documents confidentiels, le journaliste informaticien fondateur de Wikileaks n'ira donc pas aux États-Unis pour le moment. Si la décision est susceptible de recours, elle pourrait permettre au principal intéressé de jouer la montre avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Les poursuites à l'encontre de Julian Assange ont en effet été lancées sous la présidence Trump, alors que Barack Obama, dont le vice-président était Joe Biden, avait renoncé à de telles poursuites, ce qui n'empêchait pas Joe Biden de déclarer à l'époque publiquement qu'il considérait Assange comme un terroriste high-tech. Jacqueline Jankel annule sa mort programmée. Cette Suissesse de 74 ans avait défrayé la chronique en prévoyant sa mort pour l'année 2020. La femme avait même publié un livre intitulé « Terminer en beauté » et avait été brandie comme porte-étendard de certains pro-euthanasie. Le média Combini, toujours en pointe dans le progressisme sociétal, en avait même fait un sujet. C'est le journaliste Hugo Clément qui l'avait alors interrogé. Celui-ci ne lui a pas vraiment laissé un bon souvenir puisqu'il lui aurait fait répéter 10 fois la phrase choc dans laquelle Jacqueline Jankel annonce vouloir mourir. Un épisode qui donne une petite idée des méthodes journalistiques de l'individu.
Hugo Clément se défend de toute manipulation et Madame Janquel, elle, semble changer de version assez régulièrement. Le magazine Marianne rappelle que le média Combini n'en est pas à son coup d'essai dans le morbide sensationnel un peu tronqué. En 2019, c'est le témoignage d'une femme ayant tué son enfant tétraplégique de 3 ans qui avait fait sensation. Et voilà, on approche de la fin de cette édition. Dans un instant, pour notre Zoom du jour, le journaliste Thomas Oswald présente sa bande dessinée sur les scouts unitaires de France, SUF, hier, ce soir, demain matin. C'est un mouvement catholique parce que c'est l'esprit chrétien qui l'anime profondément. Moi, j'avais l'habitude de dire aux scouts, il y a énormément de règles quand on est scout. Il ne faut pas prendre une hache de cette façon-là, il ne faut pas aller sortir du lieu du camp sans avoir prévenu les chefs. Il y a des règles qui cadrent pour que tout le monde soit en sécurité et que ça se passe bien. Mais je leur disais aussi, si vous êtes chrétien, au fait, toutes ces règles-là, elles sont déjà comprises. Parce que les règles légales, si on est chrétien, forcément on les suit. Et au fait, toutes ces règles-là, je n'avais pas besoin de les rappeler très souvent parce qu'il y a une espèce d'envie que ça se passe bien tous ensemble qui faisait qu'il n'y avait pas besoin de les rappeler tout le temps. C'est le signe d'une société qui marche bien, ça. Moins il y a de règles, plus ça veut dire que la société fonctionne bien, plus il y a la concorde, en fait. Plus il y a une concorde parce que chacun y met un peu du sien et du coup, il n'y a pas besoin d'écrire des tartines de tables de règles. Ce soir, retrouvez également Politique Éco. Olivier Pichon et Pierre Bergerot reçoivent le chef d'entreprise Denis Louvel pour évoquer la relance de l'économie par la baisse des impôts et des charges. Tout de suite, c'est Mes Libertés Politiques avec François Billot-de-Leclerc. Et pour moi, c'est le moment de vous quitter. Merci à tous pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Il y a quelque temps, je commettais l'impair formidable de critiquer la justice rendue en Seine-Saint-Denis. Ce soir, je demande officiellement pardon aux juges de 9-3. Je demande pardon à tous les juges de France et de Navarre. Je demande pardon au ministère de la Justice. Je demande pardon au peuple de France. Je demande pardon à tous les animaux qui habitent la terre française pour avoir dit du mal de la justice rendue en Seine-Saint-Denis. Et voici pourquoi. Le 3 novembre dernier, au Blanc-Ménil, 2 membres de la brigade anticriminalité, la fameuse BAC, arrêtent de façon mouvementée, dans une cité difficile, 2 personnes au comportement manifestement délinquant. Les 2 délinquants présumés essayent de fuir, se rebellent. L'un des 2, dans un sursaut de cannibalisme, mord même l'un des policiers. Je passe sur les détails et en arrive directement à la conclusion. Les 2 policiers découvrent chez nos 2 voyous sympathiques 9 kilos de résine de cannabis, des centaines d'euros en espèces, une conteuse à billets. Nos 2 lascars sont emmenés par les policiers et l'on découvre que l'un des 2 interpellés est un trafiquant connu des services de police. Tout cela est bel et bon. Et quelle va être la suite de cette affaire passionnante ? Dieu merci, la justice du 9-3 va passer par là. Quelques heures plus tard, Madame le magistrat du 9-3, qui était saisi du dossier, déclarait que l'arrestation était tout à fait illégale et remettait donc en liberté nos 2 charmants voyous, auxquels étaient restitués les centaines d'euros saisis, mais pas la drogue. Tout de même, comprenez-moi, messieurs les délinquants. Eh bien moi, je trouve que cette magistrate est l'honneur de la justice française. Elle a méthodiquement appliqué les 3 fondements de notre République admirable. Liberté pour les délinquants, égalité entre les délinquants qui ont tous les droits et les policiers qui n'ont que des devoirs, fraternité merveilleuse entre la magistrature et la délinquance. Tout cela est beau et réjouissant, tout cela réchauffe le cœur. Je fais un seul petit reproche à Madame le magistrat.
Elle aurait dû faire incarcérer d'office les policiers de la BAC, après leur avoir fait couper les bras comme en Arabie Saoudite, puisqu'ils avaient sûrement l'intention de frapper. Le tout assorti d'une peine de prison de 228 années avec possibilité de remise de peine de 4 jours. Cela dit, ne boudons pas notre plaisir. Madame le magistrat a jugé comme il le fallait. Honneur à la justice du 9-3. Sur cette conclusion enthousiasmante, je vous souhaite une superbe soirée et je vous dis à demain.